Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer le cours sur le régime sinusoïdal forcé et notamment travailler sur le phénomène dit de résonance d'intensité qui va être en quelque sorte le préalable, une sorte on pourrait dire de transition entre ce cours et le suivant sur l'étude des filtres. Alors, on va faire tout d'abord un petit rappel de ce que l'on avait vu la dernière fois. Donc, je vais l'écrire ici comme ça, voilà, un rappel. Donc, c'était sur la notion d'impédance complexe. Alors, ça, c'est vraiment la chose la plus importante, bien évidemment, ici, à connaître. Alors, pour une résistance, on va se rappeler tout ça. Ensuite, on va bien évidemment le préciser aussi pour la bobine. Donc, impédance complexe de la résistance, impédance complexe de la bobine, et l'impédance complexe, donc ici, d'un condensateur. Voilà. Condensateur. Très bien. Alors, on se rappelle les choses, là, ici. Donc, pour la résistance, je peux écrire donc ZR bar. Et on a vu que c'était l'impédance complexe de la résistance, donc ici CR, c'est-à-dire c'est la résistance elle-même. Donc ici, bien évidemment, elle est réelle. Donc là, c'est la particularité de la résistance, c'est que son impédance complexe, en fait, elle est réelle ici. Il n'y a pas de partie imaginaire ici. Ou d'imaginaire pur ou de choses comme ça. Pour la bobine, l'impédance complexe, donc on peut la noter ZL. Alors elle est imaginaire pure ici. Donc c'est JL oméga, donc ici c'est imaginaire. Voilà, donc je rappelle ça. Et puis pour le condensateur, ici on a vu la dernière fois que son impédance complexe c'est 1 sur JC oméga, mais que l'on peut aussi écrire, puisque 1 sur J on a vu que c'était moins J, donc je peux aussi écrire tout simplement moins J sur C oméga. Avec, bien évidemment, je rappelle que J carré, bien sûr, c'est égal à moins 1, c'est-à-dire que c'est le nombre imaginaire qui est la base des complexes, que vous notez I en mathématiques et que l'on note, nous, ici, en physique, J. Et je rappelle qu'on note J plutôt que I, parce qu'on ne veut pas confondre avec l'intensité. Voilà, donc ça, c'est absolument impératif, il faut connaître ça par cœur. Ici. Alors bien évidemment, une fois qu'on a les impédances complexes, on peut donner les caractéristiques, si vous voulez, de l'impédance réelle, donc notamment en termes, si vous voulez, de valeurs réelles de l'impédance, et également éventuellement de déphasage, en prenant, comme on l'a déjà vu, les modules et arguments. Alors je ne vais pas forcément parler de ça ici, pour l'instant. Alors, autre point, bien évidemment ici. Donc, un autre point qui est important, c'est qu'on voit que ZR est indépendante de oméga, puisque en fait c'est une constante, c'est-à-dire qu'ici ZR bar c'est une constante complexe, on est d'accord. Alors que, bien évidemment, ZL bar et ZC bar dépendent ici de oméga. En quelque sorte, ce sont, on pourrait dire, des fonctions, donc ici, de oméga. Alors, du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on fait tendre en quelque sorte la valeur de oméga vers des valeurs extrêmes, c'est-à-dire si on fait tendre oméga vers 0 d'un côté, je rappelle que oméga c'est nécessairement une valeur positive, donc supposons que je la fasse tendre vers 0 d'un côté, et puis qu'ensuite je la fasse tendre vers une valeur très grande, on dirait en mathématiques, je la fais tendre vers l'infini. Et bien à ce moment-là, voilà ce qui va se passer. Donc ça c'est une remarque très importante ici, et vous allez voir qui va être très très utile pour la suite. Donc, une remarque. Donc, si
oméga tend vers 0. On parle alors de basse fréquence, si vous voulez, hein, de basse fréquence, voire même de très basse fréquence. Alors, basse fréquence, hein, bien évidemment, on notera ça BF, là, ici. Ainsi, ZL, je vais d'abord m'intéresser à la bobine bar, ici, qui vaut donc JL oméga, eh bien, va tendre, bien évidemment, ici, vers 0, donc, dans le cas, bien évidemment, des basses fréquences, c'est-à-dire quand oméga tend vers 0. Ce qui veut dire, bien évidemment, que ZL réel, hein, qui, je le rappelle, c'est tout simplement le module de ZL bar. Hein. Je rappelle que quand on veut revenir dans le monde réel, on prend le module, et pour la phase, on prend l'argument. Donc ici, eh bien, tout simplement, le module ici d'un imaginaire pur, bah, c'est tout simplement ici L oméga dans ce cas. Donc c'est L oméga. Et donc, bien évidemment, elle tend également à cette impédance, si vous voulez, réelle vers 0. D'accord ? Donc, alors ça c'est un résultat qu'on va préciser là ici, en basse fréquence, eh bien la bobine se comporte comme un fil. D'accord ? Tout simplement parce que, car son impédance, ici, donc là je vais prendre l'impédance réelle, tend vers 0. Alors, bien évidemment, pourquoi je peux affirmer ça ? Je rappelle, l'impédance, c'est en quelque sorte la généralisation de la notion de résistance. Ça, reprenez bien ce qui a été fait dans le dernier cours. Hein, on a parlé de loi d'Ohm généralisée. Hein. Donc, voilà, l'impédance, c'est la notion de résistance, si vous voulez, mais généralisée. Hein. C'est une généralisation de la notion de résistance. Et on sait bien, du coup, que, bah oui, si une résistance tend vers 0, donc maintenant je dirais une impédance tend vers 0, bah c'est comme si j'avais un fil, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était bien sûr pour la bobine, hein, là ici, d'accord, pour la bobine. Alors si maintenant je m'intéresse donc au condensateur, alors toujours en basse fréquence, bah, le condensateur, je sais maintenant que ZC bar, c'est 1 sur JC oméga. Bon, bah, là, on voit que le oméga, il est au dénominateur. Donc, bien évidemment, si oméga tend vers 0, j'ai ici, donc, entre guillemets, 1 sur 0. 1 sur 0, on sait que ça tend vers l'infini. Donc, ici, ça veut dire que je tends vers l'infini. Donc, ça veut dire que là, maintenant, l'impédance réelle, donc, bien évidemment, c'est le module de l'impédance complexe. C'est donc 1 sur C oméga, tout simplement. Donc, ça tend vers l'infini, cette fois-ci. Donc, je pourrais dire maintenant que en basse fréquence, hein, bon, je vais écrire BF maintenant, eh bien, le condensateur, eh bien, se comporte, si vous voulez, comme, en quelque sorte, un interrupteur ouvert. Voilà, donc un interrupteur ici ouvert. Interrupteur ouvert. D'accord ? Bah, tout simplement car son impédance ici tend vers l'infini. Là, je reprends l'impédance réelle. Voilà. Donc, quand on est en basse fréquence, la bobine se comporte comme un fil et le condensateur comme un interrupteur ouvert. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que maintenant, quand on va voir l'autre comportement, donc ça c'était en quelque sorte le petit comportement 0, bah, au niveau du comportement à l'infini, bien évidemment, ça va être le contraire. Petite précision, hein, ici, la résistance, elle, donc, n'étant, ou plutôt l'impédance de la résistance étant égale à la résistance et donc indépendante de oméga, bah, tout ce que l'on fait ici, bien évidemment, n'a pas de sens pour l'impédance de la résistance. Voilà, donc maintenant je vais voir le cas, bien évidemment, où on fait tendre cette fois-ci oméga vers l'infini. Donc là, bien sûr, on parlera de haute fréquence, hein, on parlera, si vous voulez, de haute fréquence. Donc haute fréquence, je dirais, bien évidemment, ici, donc HF, comme ça.
Eh bien, même chose, donc maintenant, vous voyez, si je reprends ici donc le cas de la bobine, eh bien, je reprends ici donc ZL bar qui vaut JL oméga, voilà, c'est parti, JL oméga, et qui va donc tendre vers l'infini, hein, bien évidemment, quand JL, quand oméga ici tend vers l'infini. Donc ce qui veut dire bien sûr que ZL, attention c'est L là ici, donc ZL qui est toujours bien évidemment le module de ZL, c'est-à-dire ici tout simplement il n'y a plus de J, attention, c'est L oméga tout court, bien évidemment il n'y a plus de J quand je prends le module là ici, et bien tend vers l'infini. Donc ici, eh bien là, ça veut dire en quelque sorte que maintenant, si vous voulez, donc en HF, voilà, donc ici, hop, donc en HF, haute fréquence là ici, eh bien la bobine, d'accord, est équivalente cette fois-ci à l'interrupteur ouvert. C'est le contraire, si vous voulez, quoi. Interrupteur ouvert. Voilà, donc je vais le faire comme ça. Donc bobine équivalent à l'interrupteur ouvert, tout simplement parce que dans ces cas-là, ZL tend vers l'infini. Okay, et bien sûr, si je prends maintenant le condensateur, alors là, ça paraît toujours un petit peu bizarre ce que je vais dire là à certains étudiants, mais en quelque sorte, le condensateur se comporte comme un fil, en fait, quoi. Alors, on va le noter, voilà. Donc bien sûr qui tend vers 0, parce que oméga tendant vers l'infini, ici on voit que le oméga est au dénominateur, donc ça tend vers 0. Donc ce qui veut dire que l'impédance du condensateur réel, qui vaut toujours le module de l'impédance complexe, c'est donc 1 sur C oméga, et donc ça tend ici vers 0. Donc, bien évidemment, en HF, eh bien le condensateur se comporte comme un fil, d'accord? Car tout simplement ZC tend vers 0. Alors ça c'est toujours quelque chose qui parfois pose un petit peu problème, je dirais, chez certains étudiants, parce qu'on dit un condensateur qui se comporte comme un fil, pourtant on a dit c'est un conducteur séparé par deux isolants, etc. Comment ça pourrait se comporter comme un fil, quoi. Bon. Et bien, tout simplement, le problème, si vous voulez, c'est que la plupart du temps, les étudiants donc, qui font ce raisonnement-là, en fait, raisonnent dans leur esprit en grandeur continue, si vous voulez, quoi. Et effectivement, en grandeur continue, ça paraît complètement idiot de dire ça. Mais quand on est en grandeur variable, en l'occurrence sinusoïdale ici, on s'aperçoit que le condensateur, finalement, il a un tout autre comportement, quoi. Et bien les équations ici montrent effectivement que en très haute fréquence, le condensateur, c'est comme si vous aviez un fil. Alors que la bobine, finalement, c'est comme un interrupteur, elle bloque. Pourtant, on pourrait dire c'est bizarre parce qu'il y a du fil dans la bobine, quoi. Comment ça se fait que ça bloque, quoi? Eh bien, voilà. Alors, bien évidemment, derrière, il y a d'autres phénomènes physiques, on en dira un petit mot en fin d'année au niveau de la bobine, qui s'appelle l'induction, qui justifie en fait ce type de comportement. Pour le condensateur, c'est autre chose. Mais voilà, des phénomènes physiques apparaissent qu'on n'étudie pas dans le détail et qui justifient les résultats qu'on vient de noter là ici. Alors on passe maintenant, donc, pour conclure ce chapitre, au grand 5 circuit RLC série, en régime sinusoïdal forcé et phénomène donc de résonance. Notamment, on va parler de la résonance d'intensité. Donc, on va commencer par les caractéristiques donc, du circuit et on va donc reprendre le montage, j'ai envie de dire, classique du RLC série, qui finalement était le circuit de base qui nous a servi finalement dans tout ce chapitre, y compris dans toute la première partie sur les oscillations libres, ou en tout cas la réponse libre, ou réponse à un échelon de tension continue, donc ici. Alors, le but ici, ça va être, comme vous le voyez, c'est le grand 1, le 1A ici, c'est de déterminer donc l'impédance complexe du circuit. Donc,
c'est parti, le circuit, donc je vais le reprendre là ici, c'est le circuit donc, que on connaît bien maintenant. Donc on a un générateur de tension, ici supposé idéal hein, bien évidemment, pour simplifier, qui délivre donc une tension sinusoïdale E de t, là ici, dont on précisera bien évidemment la forme après. Et ce générateur délivre une intensité ici, donc au circuit, hein, intensité elle-même bien évidemment sinusoïdale, hein, ici bien évidemment que I, ici c'est une fonction du temps, hein, j'aurais pu aussi l'écrire comme ça, hein, vous voyez. Voilà, c'est une fonction du temps, donc I de t. Hein. Voilà. Donc, si le générateur donc, impose une tension sinusoïdale, bah, l'intensité, elle aussi, va être sinusoïdale, comme on l'a déjà vu. Voilà, hein, donc c'est un postulat, mais évidemment, si vous avez un générateur qui délivre une tension sinusoïdale, bah, vous aurez aussi une intensité sinusoïdale. Hein. Bon, voilà. Si c'était une autre forme, bah, l'intensité, elle aurait la même forme. Alors après, donc j'ai, vous voyez mes trois composants, donc R, L, C ici, donc qui sont en série. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire donc de ça? Eh bien, rappelez-vous, on en a déjà parlé, on a dit que en grandeur complexe, hein, lorsque l'on bascule, si je puis dire, dans le monde des complexes, donc grandeur complexe, amplitude complexe, et là maintenant impédance complexe, et bien finalement toutes les lois de l'électrocinétique, la loi des nœuds, la loi des mailles, la loi d'Ohm, bien évidemment, la loi d'Ohm généralisée, mais également aussi la relation constitutive du condensateur, bon, etc., etc. On a déjà vu, enfin bref, tout ce que vous connaissez reste valable. Par exemple, les ponts diviseurs de tension, on en parlera beaucoup dans le chapitre sur les filtres, etc. Tout ça, ça reste valable, mais uniquement sur les grandeurs complexes, ou les amplitudes complexes, hein, puisque finalement, rappelez-vous, la différence entre la grandeur complexe qui, elle, bien évidemment, fait intervenir la variable temporelle avec le oméga t, eh bien, lorsque l'on bascule sur les, comment dirais-je, les impédances complexes, on n'a plus le terme temporel, parce que comme les signaux sont synchrones, on peut simplifier par l'exponentielle j oméga t, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce que l'on a ici? Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit trois composants qui sont en série, chacun ayant leur impédance. ZR pour la résistance, ZL pour la bobine, ZC pour le condensateur. Donc, comme je suis dans le monde des complexes, ici, je dirais donc ZR bar, ZL bar, ZC bar. Bon. Toutes les lois de l'électrocinétique sont vraies. Donc, une, par exemple, que je n'ai pas citée il y a quelques instants, c'est par exemple les lois d'association de résistance. En série, en parallèle, bah, maintenant vont devenir lois d'association des impédances. Et donc, on va dire que l'impédance de composants montés en série, bah, c'est la somme des impédances. Et lorsque les composants sont montés en parallèle, eh bien, j'ai l'inverse de l'impédance qui vaut donc la somme des inverses ici des impédances, bon, etc., etc. Alors, je rappelle également, donc ça pour le détail, vous irez voir dans le cours, qu'on avait introduit, quand on avait parlé de la résistance, hein, dans le chapitre sur la RQS, enfin les bases de l'électrocinétique, on avait dit que finalement l'inverse de la résistance, c'est ce qu'on appelait la conductance. Finalement, on pourrait se dire ici, l'inverse de l'impédance, comment on l'appelle? Alors, elle porte un nom, elle est symbolisée par la lettre Y, donc je dirais Y bar, hein, parce qu'on est dans le monde des complexes, et on l'appelle l'admittance, en fait. Hein. Donc l'admittance, c'est la généralisation de la conductance, si vous voulez, comme l'impédance, c'est la généralisation de la résistance. Et donc j'ai Y bar qui vaut 1 sur Z bar. Bon, je ne l'écris pas ici, hein, je fais simplement que le dire oralement, puisque je vous demanderai ça, ce petit aspect sur l'admittance. J'en parle un petit peu à certains endroits du cours, donc là je vous renverrai ici à ça. Alors, c'est parti, donc on y va. Les composants sont en série, hein, on vient de le dire. Voilà. Donc, comme ils sont en série, eh bien, je peux dire que Z bar, c'est-à-dire l'impédance du circuit, hein, on l'a défini comme ça, eh bien, c'est tout simplement la somme de ZR bar plus ZL bar plus ZC bar. Et maintenant, eh bien,
je remplace par ce que j'ai rappelé et qu'on avait vu déjà. C'est-à-dire, ici, l'impédance complexe de la résistance, ben, je sais que c'est la résistance. L'impédance complexe ici de la bobine, ben, je sais que c'est JL oméga. Et l'impédance complexe du condensateur, donc je peux dire plus 1 sur JC oméga. Mais ici, vous allez voir que ça va être plus judicieux de l'écrire comme ça, c'est-à-dire ici d'écrire JL oméga moins 1 sur, moins J. Voilà, attention. Donc le 1 sur J, là, ici, devient, voilà, moins J, hein, au numérateur ici, sur C oméga. Alors, en fait, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que là, maintenant, je peux factoriser par J. Je peux donc dire, du coup, que Z bar, hein, ici, donc en factorisant, hein, bien évidemment, en factorisant par J, eh bien, on obtient ici Z bar qui vaut, donc, l'écrire en rouge ici, parce que ça c'est un point à bien identifier ici. Z bar, c'est donc égal à R. Bon, R, bien évidemment, lui, je le laisse tout seul, je ne peux pas factoriser ici. Hein, bon. Plus, donc la factorisation, c'est uniquement à ce niveau-là. Donc je vais écrire comme ça, J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Et qui est une expression d'ailleurs, 1 L oméga moins 1 sur C oméga, qui peut être intéressante donc là ici. Voilà, donc ça c'est l'expression de l'impédance complexe, comme vous le voyez ici, du circuit. Donc j'ai pris les différentes impédances complexes des composants, hein, ici, R, JL oméga, moins J sur C oméga, et puis j'ai appliqué tout simplement les règles de l'électrocinétique, c'est-à-dire ici le fait que les composants étant en série, ben, j'ai l'additivité des impédances, comme j'avais l'additivité des résistances avant. Voilà. Alors, maintenant que j'ai ça, ben, si je veux, entre guillemets, ici, revenir dans le monde réel, d'accord, eh bien, je peux dire que l'impédance réelle Z donc du circuit, ben, c'est le module, donc ici, de l'impédance complexe Z. D'accord. Ce sera donc ici, eh bien, le module, d'accord, eh bien, de R plus J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Voilà. Et bien évidemment, donc ici, pour pouvoir calculer le module, je prends donc la racine carrée de la somme des carrés des parties réelles, donc j'aurai racine carrée de R carré, plus la partie imaginaire, c'est-à-dire ici la parenthèse, L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Alors je l'écris, j'ai donc Z, il n'y a plus de barre ici puisque je suis bien dans le monde réel, qui vaut donc maintenant la racine carrée, d'accord, de R carré, plus, donc entre parenthèses, L oméga moins 1 sur C oméga, ici au carré. On est toujours bien sûr dans la racine, hein, ici. Alors voilà donc ici le résultat qu'il nous faut bien identifier là ici, donc l'impédance réelle comme étant donc ici le module de l'impédance complexe. Alors on peut aussi bien évidemment parler du déphasage là ici, et on verra qu'en réalité il correspond là à un déphasage entre la tension, si vous voulez, qui est délivrée et donc l'intensité, mais ça je le préciserai après. Je sais que bien évidemment phi, eh bien c'est l'argument de z bar, hein, l'argument ici de z bar. Hein. Donc, car je rappelle bien évidemment z bar, je peux toujours l'écrire comme étant z ici exponentielle donc j phi. Hein. Donc on voit bien que là c'est le module, hein, d'accord. Je rappelle bien, hein, c'est ce qu'on a écrit là ici, le module, et là ici, donc c'est l'argument. Voilà. Enfin l'argument, un argument. C'est un argument. Alors, voilà. Donc ici, je peux directement calculer. Je vois donc ici
que la partie réelle, bien évidemment, donc ici on a, si vous voulez, la partie réelle, bien évidemment, de z bar qui est égale à R, là ici, et qui est donc positive. Donc dans ce cas, ben, ça veut dire qu'on peut appliquer l'arc-tangente ici. Hein, on peut appliquer l'arc-tangente. Voilà, on peut appliquer l'arc-tangente. Et dire donc à ce moment-là, eh bien que phi, c'est donc tout simplement ici arc-tangente, donc de la partie, si vous voulez, imaginaire de z bar sur la partie réelle, donc ici, de z bar. C'est-à-dire, et donc je vais le noter ici directement, ça veut dire donc que phi ici, eh bien c'est arc-tangente. Arc-tangente de quoi? Eh bien, on va le voir tout de suite. La partie imaginaire, hein, on est bien d'accord ici de z, la partie imaginaire de z ici, c'est la parenthèse. Ça fait donc L oméga moins 1 sur C oméga. Donc je l'écris là, L oméga moins 1 sur C oméga. Et divisé donc par la partie réelle. La partie réelle, on l'a rappelé là ici, c'est R. Voilà. Ok. Bon, on pourrait simplifier ici l'écriture, mais je ne vais pas le faire nécessairement pour l'instant. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Je peux donc ici, comme vous le voyez, utiliser donc l'arc-tangente sans difficulté, puisque j'avais bien ici R positif. Hein. Ça, c'est extrêmement important hein, de bien avoir ici repéré ça. Parce que sinon, on ne peut pas utiliser l'arc-tangente. J'en ai déjà parlé. Alors, la conséquence quand même de ça, c'est que, donc je vais l'écrire comme ça, si vous voulez, hein, donc par conséquent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer, si vous voulez, que ici, phi, a priori, ne peut, si vous voulez, être compris, donc on est bien d'accord, phi, on le verra après, donc ce déphasage ici correspond, si vous voulez, à la différence de phase en fait, hein, entre la tension, si vous voulez, et l'intensité. Donc ce déphasage ici est nécessairement compris, si vous voulez, hein, donc ça je peux le mettre en rouge parce que c'est important donc de l'avoir identifié. Le déphasage phi ici est donc nécessairement compris strictement, hein, c'est-à-dire que ce sont des valeurs limites entre moins pi sur 2, si vous voulez, et ici pi sur 2. Alors pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que phi c'est arc-tangente d'un terme, là ici, qui peut être nul, hein, bien évidemment, arc-tangente de 0 c'est 0, hein, il n'y a pas de problème là ici. Et l'arc-tangente, si vous voulez, c'est une fonction, j'en ai déjà parlé, mais je le redis rapidement ici, c'est une fonction arc-tangente x, hein, on dirait en mathématiques, c'est une fonction qui est définie sur R, tout entier, et qui renvoie vers l'intervalle ouvert, si vous voulez, moins pi sur 2, pi sur 2. Hein, donc son intervalle image, si vous voulez, hein, son ensemble donc des images, c'est l'intervalle ouvert, donc moins pi sur 2, pi sur 2. À noter également une remarque, ici, je vais le dire maintenant, comme ça ce sera fait, une remarque, ici, arc-tangente, donc je vais l'écrire comme ça, hein, voilà, hop, arc-tangente, est une fonction impaire. Alors, je le dis maintenant parce que j'y pense, c'est pas forcément utile pour nous là maintenant, mais on pourra, ça pourra nous être utile par la suite. Arc-tangente donc est une fonction impaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que arc-tangente de moins x, d'accord, c'est égal à moins arc-tangente de x. Voilà, arc-tangente de moins x, c'est égal à moins arc-tangente de x. Donc ça peut être intéressant, on verra donc par la suite. Voilà.
Alors, les caractères résistifs, inductifs ou capacitifs du circuit, c'est-à-dire concrètement la partie 1B, bon, ça, je vous renvoie au cours, là, ici, qui est donc sur It's Learning, hein, le cours PDF. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Bon, il n'y a pas énormément de choses, là, ici, donc voir le cours en PDF. Voilà. Alors maintenant, donc on va passer à la résonance en intensité. Résonance, donc ici en intensité. Voilà. Alors la résonance, donc ici en intensité, je vais tout simplement donc reprendre ce que j'ai noté, si vous voulez, donc là ici, parce que finalement, j'ai envie de dire, tout est dit dans cette partie-là. Bon, d'ailleurs, effectivement, du coup, ça, hop, je peux l'enlever, voilà, ici, comme ça. Alors, résonance en intensité, donc on va donner ici la définition de ce phénomène. Donc, on parle de phénomène de résonance en régime sinusoïdal forcé lorsque l'amplitude d'une grandeur présente un maximum, en fait, pour une fréquence d'excitation. Voilà. Donc, autrement dit, lorsqu'une grandeur résonne, hein, en physique, c'est que sa courbe représentative en fonction de la fréquence passe par un maximum. Et donc, s'il y a résonance en intensité, on va montrer qu'effectivement, la courbe qui traduit, si vous voulez, c'est ce qu'on va voir, l'évolution de l'amplitude réelle, hein, de l'intensité électrique en fonction de la fréquence, donc en fonction de la pulsation, puisqu'on sait que la pulsation c'est 2πf, hein, ça c'est une formule qu'il faut bien connaître maintenant, on la rappellera aussi dans le prochain chapitre, mais on est bien d'accord, quand on dit variation en fonction de la fréquence, c'est la même chose que variation en fonction de la pulsation. Et bien effectivement, cette courbe passe par un maximum, c'est ce qu'on va voir donc là ici. Alors, on va poser, hein, en quelque sorte le problème, donc là ici, hein, donc je mets 2A, comme ça, donc position du problème. Position du problème. Alors, en fait, on est d'accord, hein, souvenez-vous, hein, on a bien notre montage RLC série, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure ici. Donc, on va considérer ici qu'on alimente, donc on alimente le circuit par une tension sinusoïdale. Donc c'est le générateur, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, cette tension, donc je vais lui donner une forme là ici, je vais l'écrire, donc E de T égale EM, d'accord, cosinus de oméga T. Et c'est vrai que je pourrais me dire là ici, je vais rajouter une phase, par exemple phi E, comme ça, là ici, pour tenir compte éventuellement, effectivement, comment dirais-je, d'une origine des phases qui serait a priori non nulle. Alors pour simplifier le problème, je ne vais pas faire ça, c'est-à-dire qu'en fait ici, vous voyez, je vais considérer, hein, que, donc je vais simplement écrire ça, c'est-à-dire que je vais considérer ici que je prends l'origine des phases, si vous voulez, donc au niveau donc, du générateur. Donc, si vous voulez ici, l'origine des phases, je vais l'écrire comme ça, l'origine des phases, est sur le générateur. Sur le générateur, c'est-à-dire que je pose, si vous voulez ici, phi E égale 0, en fait. C'est ça que ça veut dire là ici.
Voilà. Donc, maintenant, l'intensité électrique, donc en régime sinusoïdal forcé, eh bien, l'intensité ici, donc je vais l'appeler, si vous voulez, donc I de t, eh bien, ce serait donc, si vous voulez, une fonction, donc ici sinusoïdale de cette forme. Donc voilà, je vais l'écrire en rouge, là ici, voilà, donc I de t égale, donc je pourrais l'écrire, si vous voulez, Im cosinus de oméga t plus phi i, si vous voulez. Hein, si j'avais mis phi e ici, j'aurais mis phi i. Et je rappelle que le déphasage, bien évidemment, je vais le noter juste après, hein, le déphasage, c'est la différence de phase entre deux grandeurs électriques. Donc par exemple ici, le déphasage entre I et E, si vous voulez. Mais comme j'ai posé la phase à l'origine ici de E égale à 0, eh bien du coup le déphasage, c'est la même chose que la phase à l'origine de I. Donc je vais simplement écrire phi là ici, d'accord? Donc ici, phi, c'est le déphasage, d'accord? Bon, je vais le noter en noir là ici. Donc phi, c'est le déphasage entre I et E, de t, hein, bien entendu. C'est-à-dire que phi, eh bien, en toute rigueur, c'est égal à phi I moins phi E. Mais comme j'ai posé celui-là égal à 0, bah, du coup, j'ai bien en fait phi I égale phi. C'est-à-dire que le déphasage, c'est en fait la phase à l'origine là ici. Alors si on fait ça, j'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois, c'est surtout pour simplifier l'étude, si vous voulez, pour éviter de toujours se taper, si je puis dire, une différence là ici. Donc on pose une origine des phases. Donc là, j'ai choisi de la poser au niveau du générateur. J'aurais pu faire le contraire, hein. J'aurais pu poser ici la phase égale à 0 pour l'intensité, et à ce moment-là, j'aurais mis mon déphasage ici, bien évidemment. Il aurait été opposé, tout simplement, parce que si maintenant, imaginons, je pose phi i égale 0, bah, du coup, j'ai phi, c'est en fait moins phi e, donc j'aurais eu en fait le phi d'ici opposé à celui-là. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous demande simplement ici de bien avoir compris que c'est par souci de simplification que l'on fait ça. Et dans toute la partie sur les filtres d'ailleurs, où on parlera aussi de déphasage entre deux tensions, tension d'entrée, tension sortie, on fera la même chose. Hein. On posera généralement cette d'entrée, la phase d'origine égale 0, donc du coup la phase de l'autre c'est le déphasage. Bon. Voilà. Alors, maintenant qu'on a posé ça, eh bien, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, avant de tout de suite basculer sur les amplitudes complexes, bon, etc., eh bien, on peut s'intéresser, si vous voulez, sur ce qu'on appelle le comportement asymptotique. Alors, le comportement asymptotique, hein, comportement, voilà, asymptotique, le comportement en fait asymptotique, ça vise à regarder ce qui se passe. Donc comportement asymptotique, c'est quand, bien évidemment, hein, donc on va regarder ce qui se passe pour les grandeurs, quand oméga, donc ici, tend vers 0, et bien évidemment, ici, oméga tend vers l'infini. D'accord ? Voilà. Alors, rappelez-vous, on a dit si oméga tend vers 0, la bobine, c'est équivalent à du fil, et le condensateur, lui, est équivalent à l'interrupteur ouvert. Vous vous rappelez de ça? Bon. Alors, d'accord. Mais maintenant, si je prends oméga qui tend vers l'infini, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, c'est la bobine qui se comporte comme l'interrupteur
ouvert, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, et le condensateur, lui, qui se comporte comme un fil. Ok, voilà. Comme un fil. Donc si je regarde bien, finalement, que ce soit pour oméga qui tend vers 0 ou oméga qui tend vers l'infini, de toute façon, dans les deux cas, j'aurai un des composants qui se comportera comme un fil et l'autre qui se comportera comme un interrupteur ouvert, sauf que ce n'est pas le même, bien évidemment. Dans les deux cas, donc, en BF comme en HF, l'un des composants, des dipôles si vous préférez, l'un des dipôles, se comporte comme un interrupteur ouvert. Ouvert. D'accord? Un interrupteur ouvert. Donc ça veut dire que I tend vers 0. Forcément. Si vous avez un interrupteur ouvert, à un moment ou à un autre, parce que l'un des composants s'est comporté comme tel, mais c'est pas le même, on a vu, hein. Condensateur interrupteur ouvert en basse fréquence, et c'est la bobine interrupteur ouvert en haute fréquence. Mais on voit bien que dans les deux cas, eh bien du coup l'intensité tend vers 0. Donc a priori, si vous avez une fonction ici qui montre l'évolution temporelle de I, sachant qu'aux basses fréquences, elle tend vers 0, aux hautes fréquences, elle tend vers 0, et que c'est une fonction continue, bien évidemment, puisque la présence de la bobine fait qu'il y a continuité de l'intensité, etc., etc. Bon, tout ça, vous connaissez. Bah forcément, mathématiquement, si vous avez une fonction, hein, je peux le représenter ici très vite, si vous voulez. Mathématiquement, par exemple, si vous avez une fonction, hein, imaginons, là, ici, I de t, donc en fonction, ici, cette fois-ci, de la fréquence, hein, c'est-à-dire ici de la pulsation oméga. Donc là, je regarde donc I, ici, alors attendez, je vais plutôt m'intéresser à l'amplitude, hein, parce que je vais, voilà, ce qui va m'intéresser. Donc, bien évidemment, si I tend vers 0, hein, on a aussi forcément IM qui tend vers 0. Hein, donc, je ne vais pas regarder, bien évidemment, à tout instant, je vais juste regarder ici l'amplitude. Bah, ça veut dire que forcément ici, vous avez 0 oméga. Bah, forcément ici vous tendez vers 0, hein, vous êtes d'accord ici, hein, là vous allez tendre vers 0 ici comme ça, là vous allez tendre vers 0 ici comme ça, donc ça veut dire qu'a priori bah, vous avez une courbe qui va passer par au moins un maximum. Alors, elle peut passer éventuellement par plusieurs maximums, mais elle va passer par au moins un maximum. Ah, bien sûr, vous pourriez dire elle pourrait aussi passer par un minimum, hein, mathématiquement, ça irait aussi. Là, on va voir, bien évidemment, que comme l'amplitude, si vous voulez, réelle de l'intensité ici est définie comme étant nécessairement positive, bah, ça veut dire qu'elle va passer par au moins un maximum, si vous voulez. Hein. Et c'est ça le phénomène, donc ici, de résonance. Bon, là, j'efface, hein, je ne vais pas forcément beaucoup plus loin là, ici. C'est pas véritablement donc le but. Alors maintenant, donc, on va écrire les amplitudes complexes de l'intensité et du courant, donc de B là ici. Donc amplitude complexe, donc de l'intensité de I de t en fait. Amplitude complexe donc de I de t. Alors, comme on a choisi la tension comme origine des phases, donc du coup à E de t qui vaut grand E ici, alors comment je l'ai écrit tout à l'heure, ouais, j'avais mis EM là ici, bon j'aurais pu mettre E tout court là ici, c'est pas trop gênant à ce niveau là, soyez pas déstabilisés par ça. Donc cosinus de oméga t, du coup ben, je peux ici lui associer donc la grandeur complexe E de t bar égale donc EM ici donc exponentielle
J oméga T. Alors, il n'y a pas, bien évidemment, de terme de phase, là, ici, puisque je l'ai posé égal à 0. Et je sais que tout signal, je peux aussi l'écrire comme étant l'amplitude complexe, hein, ici, exponentielle J oméga. Donc là, bien sûr, on voit que ici, voilà, on voit donc, je vais le faire avec une autre couleur, mettons là ici, je vois que du coup, l'amplitude complexe qui est ici, hein, EM bar, et bien en fait, c'est l'amplitude réelle. Donc ici, bien évidemment, EM bar, c'est égal à EM. Voilà. Donc, donc je le redis bien, hein, ici, l'amplitude complexe, ben, elle est en fait égale à l'amplitude réelle. Hein. L'amplitude complexe, si vous voulez, elle n'est que réelle, tout simplement parce que l'origine des phases a été prise égale à 0. Alors par contre, pour l'autre, bien évidemment, pour l'autre, ici, eh bien, je vais dire, hein, voilà, que, du coup, voilà, I de t, cette fois-ci, on a dit tout à l'heure, c'est donc une amplitude IM, donc cosinus de oméga t, cette fois-ci plus phi, bien évidemment. Je vais donc lui associer ici la grandeur complexe I de t bar, comme étant IM exponentielle J, donc oméga t plus phi, hein, là attention, il y a la phase, bien évidemment. Et bien sûr ici, je rappelle que ça, eh bien, je peux dire que c'est IM exponentielle J phi, exponentielle J oméga t, et que finalement tout ce terme-là ici, je l'appelle IM bar, hein, d'accord, exponentielle J oméga t. Donc c'est bien l'amplitude complexe ici de l'intensité. Donc là, l'amplitude complexe ici. Et bien évidemment, c'est l'amplitude réelle multipliée par l'exponentielle ici de J fois le déphasage. Voilà. Et c'est ça, il faut vraiment bien comprendre, hein, et j'espère que vous allez progresser dans cette compréhension-là, notamment avec toute la partie sur les filtres après. C'est ça l'intérêt de travailler avec les grandeurs complexes, c'est qu'en fait, vous voyez, l'amplitude complexe, en fait, elle inclut le déphasage à l'intérieur, que n'a pas l'amplitude réelle. Donc en fait, on n'a pas toutes les informations dans le monde réel, mais par contre, on les a dans le monde complexe. Mais ça n'est qu'un intermédiaire de calcul. Bien évidemment, il faut toujours revenir à la fin, hein, c'est ce qu'on va continuer à faire, bien sûr, ici au niveau, je dirais, du monde réel. Hein, donc, en prenant, bien évidemment, module et arguments, ça vous commencez à comprendre maintenant. Donc ici, hein, bien évidemment, je peux dire donc que IM bar, eh bien, c'est tout simplement IM, ici, exponentielle, donc J phi. Voilà. Bon, très bien, ça c'est le point de départ, donc là, ici. D'accord ? Alors maintenant, si on veut bien sûr déterminer totalement l'évolution donc, de ces grandeurs ici, donc IM et phi, en fonction donc de la fréquence et donc de la pulsation, eh bien évidemment il faut reprendre une relation issue bien évidemment de l'électrocinétique. Or, par définition, voilà, par définition, on est bien d'accord que ici pour nous, comme la tension, donc je vais remonter peut-être ici pour prendre, pour que vous ayez le schéma donc en vue là ici, voilà. Comme la tension qui alimente tout le circuit, d'accord, c'est E là ici. En fait, tout se passe comme si, je vais l'écrire là ici, j'avais mon générateur qui alimente, d'accord, le circuit par exemple que j'écris comme ça. Ok, voilà, hein, je mets cir pour le circuit et qui revient là, hein, on est d'accord. Donc là ici, la tension, elle est donnée
là ici, donc vous voyez E de t, et là ici, donc j'ai l'intensité I de t. Et on est bien d'accord que ce circuit, là ici, eh bien, il a l'amplitude complexe Z, qui est la somme des trois amplitudes complexes, comme l'on a vu donc tout à l'heure. Donc si je bascule dans le monde des complexes, j'ai donc bien ici, finalement, une tension que je retrouve là, parce que on est bien d'accord, ici, la loi d'Émaille me montre de manière évidente que la tension E de t, là ici, c'est la même que celle qui est aux bornes ici du circuit, puisque là j'ai du fil, bien évidemment, donc la tension qui est là, je la retrouve là, c'est la loi vraiment d'Émaille dans sa forme la plus basique là ici. Donc je peux dire en fait que Z bar, eh bien c'est tout simplement E bar de t sur I bar ici de t. Voilà. Donc, bien évidemment, je vais maintenant reprendre ça. Donc, par définition, on a vu que Z bar, ici, eh bien, c'est tout simplement E bar de t sur, d'accord, I bar, ici, de t. Donc, c'est-à-dire, finalement, l'amplitude complexe, ici, fois exponentielle j oméga t, rappelez-vous, sur l'amplitude complexe im bar exponentielle j oméga t. Alors c'est ça l'intérêt de travailler uniquement avec les amplitudes complexes plutôt que les grandeurs. Les deux sont vrais, c'est bien le rapport des grandeurs complexes. Mais ici, je me réduis qu'au rapport des amplitudes complexes, parce qu'on voit ici qu'on peut simplifier par exponentielle j oméga t. Et je rappelle bien que je ne peux faire ça, la simplification, parfois certains disent aussi, on simplifie, on supprime même parfois, bon, le terme est un peu approprié, le temps. Mais on peut faire ça, le paramètre temporel. Mais on ne peut faire ça que parce qu'on a le même oméga. C'est-à-dire que les signaux sont synchrones. Ça, j'avais bien expliqué aussi dans le dernier cours. Donc, il faut vraiment être au clair là-dessus. Donc, bien évidemment, ici, Z bar, eh bien, je peux dire tout simplement que c'est EM bar sur IM bar. Donc, bien évidemment, moi, ce que je cherche ici, c'est IM bar. C'est donc EM bar sur Z bar. Bon, bah maintenant, c'est bon, puisque je connais ici EM bar. Alors, EM bar, c'est très simple, puisque c'est simplement un réel, c'est EM, tout simplement. Et puis, Z bar, eh ben, j'ai son expression qu'on avait obtenue plus haut, c'est-à-dire ici. Voilà, Z bar. Voilà. Et on voit bien, du coup, là, ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, que finalement, le déphasage que l'on avait calculé, là, ici, à partir donc de l'expression complexe de l'impédance, eh bien, c'est bien, si vous voulez, un déphasage, finalement, qui traduit donc la différence de phase, finalement, entre E et I, ici. Puisque on voit bien que là, ici, bon, si je devais l'écrire, je pourrais aussi écrire ça, si vous voulez, je pourrais dire ici que j'ai E, tout simplement là ici, sur IM, exponentielle, ici, J-phi. Donc on voit bien que le déphasage qu'on avait calculé tout à l'heure, eh bien c'est en fait le même que la différence de phase qui est entre E et I, donc là ici. Bon, ça je l'efface, je ne vais pas ici alourdir donc les expressions. Donc, maintenant, eh bien, on y va. Donc, ainsi. Donc ça, je vais peut-être continuer quand même à l'écrire en noir. Donc, ainsi, en reprenant les expressions, eh bien, on obtient ici le fait que IM bar, eh bien, c'est en fait EM. J'aurais pu écrire E tout court, dans le cas du générateur. Enfin, on verra que dans le prochain chapitre, il y a une différence entre le fait d'écrire par exemple, alors que ce soit E, I, ça pourrait être U d'un condensateur, etc. Bon, bref, avec un petit m ou sans le petit m. On fera une distinction dans le prochain chapitre. Mais bon, j'en parle pas maintenant. Donc, sur l'impédance complexe, alors l'impédance complexe, rappelez-vous, c'était ici R plus J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Voilà, donc, pour
ça. Alors, maintenant, donc, je vais aller un petit peu plus vite là ici pour pas trop m'éterniser dans cette vidéo. Donc là, je vais vous faire un petit peu de travail d'ordre purement mathématique. Alors, si on introduit le facteur de qualité Q qui vaut L oméga 0 sur R, dans le cas du circuit RLC série, ou 1 sur RC oméga 0, d'accord, et qui, en développant oméga 0, hein, puisque je rappelle que oméga 0, c'est 1 sur racine de LC, hein, donc c'est la fameuse pulsation propre, hein, voilà ici, eh bien, on montre, ça c'est un raisonnement mathématique, il faut vraiment savoir le faire, hein, que en fait, on peut se débarrasser de oméga 0 et juste l'exprimer, si vous voulez, le facteur de qualité en fonction de RLC, donc en disant que c'est 1 sur R, ici, racine de L sur C. Donc le passage de là à là, en utilisant donc l'expression de oméga 0, je vous encourage bien évidemment à le refaire ici par vous-même parce que c'est important. Alors, à partir de là, on déduit que L, c'est QR sur oméga 0 et 1 sur C, c'est QR oméga 0. Et en fait, en remplaçant ces deux expressions-là, ici, là-dedans, d'accord? C'est-à-dire là, ici, et puis celle-là, hop, là, comme ça. Eh bien, dans ce cas, on obtient le résultat donc suivant. C'est-à-dire que l'on obtient, donc, on obtient le fait que IM bar, eh bien, c'est égal à EM sur, ici, R, plus J, QR, alors, il y a une parenthèse, QR, oméga sur oméga 0, moins QR, oméga 0 sur oméga. Attention, là, ici. Voilà. Je peux écrire ça. Là, ici, je vois que facilement, je peux tout factoriser ici, au niveau de tout le dénominateur par R, bien évidemment. Et puis, dans la parenthèse, je peux factoriser par Q, ce qui me permet d'écrire ici EM sur R, facteur de 1, puisque là, ici, comme j'ai factorisé, il me reste 1, plus J. Dans la parenthèse, je factorise par Q. Je ne factorise pas devant, hein, mais évidemment, je peux factoriser qu'au niveau de la parenthèse. Donc Q. Et il me reste quoi? Eh bien, il me reste oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Alors, quel est l'intérêt, en fait, d'avoir fait ça? Eh bien, c'est que si on pose deux choses. Tout d'abord, je vais poser I0 et pas IM, hein. Attention, I0. Donc, le rapport EM sur R et le paramètre X qui est le rapport oméga sur oméga 0. Ça, on l'appelle la pulsation réduite. Et on travaillera énormément avec ce paramètre dans le chapitre sur les filtres. Eh bien, je vois ici, bien évidemment que là, j'ai X qui apparaît. Et là, ici, vous êtes d'accord, j'ai l'inverse en fait, parce que oméga 0 sur oméga, c'est l'inverse de oméga sur oméga 0. Donc en fait, ici, j'ai 1 sur X. Et donc, dans ce cas, ici, eh bien, on peut réécrire, donc finalement, on obtient ici le fait que IM bar,
eh bien, c'est donc EM sur R, là, ici, je vais donc avoir I0, d'accord? Alors ça, je vais l'écrire en rouge, ici, pour bien l'identifier, voilà. Donc, IM bar, ce sera donc I0 sur, eh bien, sur, tout simplement, 1 plus JQ, et ici, donc, je vais écrire X moins 1 sur X. Voilà, ce qui me permet donc ici d'avoir une expression donc un petit peu plus simplifiée, donc là ici. Donc voilà. Donc reprenez ça étape par étape, hein, bien évidemment, bon je ne l'ai pas dit, mais mettez le cas échéant la vidéo en pause, hein, etc. pour refaire tous ces calculs étape par étape là ici. Alors, le comportement asymptotique. Donc le comportement asymptotique, hein, je rappelle là ici, voilà, comportement donc asymptotique. C'est donc de regarder ce qui se passe, hein, bien évidemment ici, quand vous avez oméga qui tend vers 0, donc x qui tend vers 0, et ensuite à l'infini. Donc, tout d'abord en BF, donc en BF, ça veut dire oméga qui tend vers 0, donc bien évidemment x qui tend vers 0, puisque si x, bien sûr, tend vers 0, eh bien, j'ai, bien évidemment, ici, donc une... comment dirais-je, si oméga tend vers 0, j'ai forcément x qui tend vers 0, puisque x, c'est oméga sur oméga 0. Oméga 0, c'est une constante, hein, bien évidemment. Donc, si oméga tend vers 0, x tend vers 0. Et ce sera la même chose, bien évidemment, pour l'infini, qu'on verra donc tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, eh bien, on a le terme, si vous voulez, x moins 1 sur x, qui à ce moment-là est équivalent, d'accord, donc je l'écris comme ça, qui est équivalent en fait à quoi? Eh bien, forcément, il y a un terme qui tend vers 0, donc c'est celui-là, hein, bien évidemment, donc ça tend vers 0, et donc, là, ici, tout ça, hein, bien évidemment, ici, tend vers l'infini. Donc ici, x moins 1 sur x, eh bien, c'est équivalent tout simplement à moins 1 sur x. C'est-à-dire que x s'éclipse, si je puis dire, et le terme qui l'emporte, si je puis m'exprimer ainsi, c'est donc 1 sur x. Ce qui veut dire dans ces cas-là, eh bien, que im bar est équivalente, elle n'est pas égale, hein, c'est une équivalence, hein, puisque je parle de limite là ici. Elle est donc équivalente là ici. Eh bien, alors je peux tout de suite donc réécrire ça. I0 sur 1 plus, donc ici JQ fois moins X. Donc ici, en fait, je vais écrire comme ça, hein, vous êtes d'accord, ici j'ai un moins, puisque là ici, le X disparaît là, donc du coup j'ai un moins qui apparaît ici. Donc je vais avoir JQ sur X. Bon, je pense que tout le monde a compris, bien évidemment, que comme ce terme-là, ici, tend vers l'infini, hein, on est d'accord, ça, ici, ça tend vers l'infini, bah, du coup, le 1, ici, il est négligeable. Hein, c'est négligeable devant l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, d'ailleurs, peu importe, quoi. Donc, finalement, je peux dire ici que im bar, eh bien, c'est équivalent en fait à quoi? Eh bien, voilà, donc je vais l'écrire comme ça, c'est équivalent donc à I0 sur moins J Q sur X. Alors, bien évidemment, ici, je peux remettre ce terme. Alors là, je mets bien égal parce que je traite uniquement mathématiquement ce terme-là. Je remets donc le X au numérateur. J'ai donc ici I0 X sur moins JQ, et bien évidemment, 1 sur moins J, je vais dire que c'est plus J, hein, rappelez-vous, J carré égale moins 1, donc je peux dire que J,
c'est égal à moins 1 sur j, donc moins 1 sur j, c'est j, etc. Donc finalement, là ici, eh bien, je peux dire que im bar, eh bien, c'est équivalent, c'est pas égal, hein, bien sûr, c'est équivalent à j i0x sur q. Voilà. Donc, je vais l'encadrer juste comme ça, sans forcément le mettre en rouge, parce que c'est pas quelque chose qui est à connaître par cœur, ici. Donc, bien évidemment, quand je vais prendre donc ainsi, quand je reviens dans le monde réel, hein, voilà, donc voilà, je mets entre guillemets comme ça le monde réel, bah, je vais dire que im, d'accord, eh bien c'est le module de im bar, hein, eh bien le module de im bar, eh bien c'est tout simplement i0x sur q, d'accord, et qui tend vers 0, bien sûr, quand x tend vers 0. Et le déphasage ici, c'est l'argument, bien évidemment, de im bar, enfin, c'est un argument de im bar, et là je vois que j'ai un imaginaire pur, entre guillemets, positif. Donc cet imaginaire pur étant positif, là ici, l'argument c'est donc de pi sur 2, bien évidemment, ici, hein. C'est-à-dire que, en gros, là, ici, voilà, hein, quand x tend vers 0, l'argument est égal à pi sur 2, en tout cas, il tend vers pi sur 2. Hein. Voilà, et donc ça veut dire, bien évidemment, que quand x tend vers 0, phi tend vers pi sur 2. Quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Je dis tend vers pi sur 2 parce que là c'est un abus de langage d'avoir mis le signe égal, parce qu'on sait bien que là ici c'est une équivalence, hein, c'est pas une égalité, quoi. Voilà. Donc ça je rappelle, parce qu'on a un imaginaire pur, positif. Hein, donc le coefficient réel est positif. Hein. Le coefficient réel de l'imaginaire est positif. Voilà. Alors maintenant, on va regarder donc en haute fréquence. Alors c'est important, hein, vous voyez, de bien poser les choses là ici avec ces équivalences de termes, parce que vous allez voir que dans la partie sur les filtres, en fait, hein, si vous avez vraiment bien travaillé en profondeur cette partie-là, vous allez voir que dans les filtres, en fait, on va avoir la même logique qui va revenir. Donc en HF, hein, alors qu'est-ce qu'on avait dit en BF? On a dit oméga tend vers 0. Donc là, ici, bien évidemment, en HF, c'est oméga qui tend vers l'infini. Donc, bien évidemment, x qui tend vers, ici, l'infini. Alors à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe, bien évidemment, ici, que sur le terme, hein, donc là, je vais essayer de reprendre à peu près la même structure. Sur le terme, si vous voulez, x moins 1 sur x, bah là, l'équivalence ici, ça va être x, bien évidemment. Puisque ce terme-là, ici, on est bien d'accord, tend vers 0. Ok? Voilà. Donc si ce terme-là, hein, maintenant ici, tend vers 0, bah, du coup, je peux dire quoi? Eh bien, je peux dire que im bar, ici, ce sera donc ici, alors je ne vais pas dire égal, hein, bien évidemment ici, attention, je vais dire donc que c'est équivalent, hein, voilà, donc ici je vais faire ici donc mon équivalence. C'est donc équivalent à quoi? Bah, c'est équivalent ici à I0 sur, donc cette fois-ci, 1 plus JQX. Hein. Alors je reviens un petit peu en arrière pour s'en convaincre. On est bien d'accord, là ici le terme 1 sur X disparaît. J'ai donc bien I0 sur 1 plus JQX. Hein. Je répète bien, 1 sur X disparaît, parce que comme je fais tendre X vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc ce terme-là, il n'y en a plus. Hein, donc c'est bien une équivalence ici, I0 sur 1 plus JQX. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit là ici. Et bien évidemment, ça je peux dire aussi que c'est équivalent à donc I0 sur JQX, parce que bien évidemment, ça ici, ça tend vers l'infini, et donc bien évidemment le 1 ici, il est négligeable. Voilà, je me dis que 1, c'est négligeable devant l'infini.
Donc, voilà, là ici. Donc ainsi, je peux dire, donc là ici, que im bar, c'est donc, alors là même chose, hein, vous voyez ici, le j, là ici, je le rebascule au numérateur en mettant moins j, donc je dirais que c'est moins j i0, voilà, sur qx. Voilà. Moins j i0 sur qx, et bien évidemment ici, qui tend vers 0 quand, bien sûr, x tend vers l'infini. Voilà. Donc, on revient, bien évidemment, ici, dans le monde réel. Hein, bon, ça aussi, je peux l'encadrer. Tout à l'heure, je l'avais encadré ici, comme ça. Donc, on revient dans le monde réel. Et en revenant, bien évidemment, dans le monde réel, ben, je retrouve deux choses. L'amplitude réelle, qui est le module, bien évidemment, de l'amplitude complexe, donc ici, im bar, et qui vaut donc ici, donc il n'y a plus le signe moins, bien entendu, il n'y a plus le j, ici, c'est donc i0 sur qx. Hein. Alors, bien évidemment, c'est la racine carrée de tout ce truc-là au carré, bien évidemment. Hein. Bon. De la partie qui est ici, hein, sans le j bien sûr, au carré. Bon, bien évidemment, si je fais la racine carrée du carré, j'obtiens bien le nombre ici. Et qui, bien évidemment, tend vers 0 quand x tend vers l'infini. L'argument, un argument, ici, pour trouver donc phi, donc voilà, argument de im bar. Alors, qu'est-ce que je vois là ici? Regardez bien, je le montre avec le pointeur. Je vois que im bar, c'est un imaginaire pur négatif. Donc, bien évidemment, ici. Alors, attention, je viens de m'apercevoir, j'ai fait une petite bêtise. Hein, ici, attention, attention, attention. Là, c'est une équivalence. Hein. J'ai été un petit peu vite en besoin. Voilà, c'est une équivalence, hein, c'est pas une égalité, là, ici. Donc, oui, on est bien d'accord, on parle, vous voyez ici, d'équivalence, hein, ici, puisqu'on néglige les termes quand on va donc à la limite. Donc là, ici, voilà, je vais donc dire ici que j'ai moins pi sur 2, hein, ici. Donc effectivement, quand x, si vous voulez, donc tend vers l'infini, et bien ici, phi tend vers ici moins pi sur 2. Alors pourquoi moins pi sur 2? Bah, tout simplement parce que ici, je vois que j'ai un imaginaire pur négatif, d'accord? Et donc un imaginaire pur négatif, d'accord? Imaginaire pur négatif, d'accord? Donc l'imaginaire pur négatif, bien évidemment ici, eh bien, son, comment dirais-je, déphasage, ici, tend vers moins pi sur 2. Alors pour conclure, bien évidemment maintenant, on va voir la partie C. Donc c'est la variation ici, de l'amplitude réelle, hein, cette fois-ci, attention, là on prend bien l'amplitude réelle, la variation donc de l'amplitude réelle, donc en fonction de x, hein, en fonction ici de x, qui, je le rappelle, vaut oméga sur oméga 0. Donc, on a im bar qui vaut donc em sur ici 1, pardon, autant pour moi, puisque on avait ici, voilà, posé, hein, je rappelle, em sur r qui vaut i0. Donc c'est i0 sur 1 plus jq facteur de l, pardon, facteur de x, ici, facteur de x, moins 1 sur x. Voilà, je reprends tout simplement l'expression qu'on avait voilà, obtenue là, ici. Donc, bien évidemment, ici, im, donc c'est le module, hein, bien évidemment, c'est le module de im bar, hein, module de im bar. Je vais bien faire ma barre là, ici. Voilà.
Alors là, bien évidemment, je ne regarde plus de comportement asymptotique, hein, je néglige plus des termes là ici, je prends le cas général. Donc je suis obligé bien évidemment de prendre ici tout le module. Donc je rappelle, hein, bien évidemment, allez, je vais le refaire ici, que c'est le module de I0 sur le module de 1 plus JQ facteur de X moins 1 sur X, d'accord, voilà. Hein, je rappelle que dans les complexes, quand vous faites le module d'un quotient, d'accord, ben, c'est comme si vous faisiez le quotient des modules. Et donc, dans ce cas, on obtient donc là ici, eh bien, IM, qui vaut donc le module de I0. I0, c'est un réel, hein, on est d'accord. Donc, le module d'un réel, c'est le réel, bien évidemment, sur. Et donc là, ici, on a un complexe qui a une partie réelle, d'ailleurs positive, là, ici, donc qui est ici, donc 1, plus J fois la partie imaginaire qui est ici. Donc, bien évidemment, le module, c'est donc la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 1 au carré, donc 1 au carré, c'est 1, plus le coefficient de la partie imaginaire au carré, donc c'est le Q fois la parenthèse là ici au carré. Je vais donc avoir Q carré fois la parenthèse au carré. Donc attention, j'ai donc x moins 1 sur x ici au carré. Voilà. Ça, on est bien d'accord, c'est l'amplitude réelle. Hein. On est revenu dans le monde réel, donc là ici. Voilà. Et donc on voit bien ici que IM, en fait, c'est une fonction de x. Donc ici, bien évidemment, IM est une fonction de x. C'est-à-dire qu'en fait, IM va... Donc si c'est une fonction de x, ça veut dire aussi une fonction de oméga, bien évidemment, parce que x, c'est oméga sur oméga 0. Donc on voit bien que si x varie, parce que oméga varie, eh bien effectivement, IM va varier, comme on le pressentait déjà tout à l'heure. La seule chose qu'on sait, c'est que ce soit quand oméga tend vers 0 ou quand oméga tend vers l'infini, dans les deux cas, elle tend vers 0. Hein, c'est ce que l'on a vu donc tout à l'heure. Hein, là, ici, je rappelle, hein, ici, IM tend vers 0. Et on avait vu aussi ici, donc IM donc, tend vers 0, hein, quand IM donc, tend vers l'infini. Alors, une petite remarque, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe, bien évidemment, quand oméga est égal à oméga 0 ? Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a réglé la pulsation, si vous voulez, donc la fréquence, hein, donc la pulsation du générateur selon la fréquence propre. C'est-à-dire que c'est la même. Hein. Autrement dit, ici, eh bien, ça veut dire que j'ai tout simplement donc x égale 1. Eh bien, vous êtes d'accord que dans ce cas-là ici, IM, c'est donc I0 sur racine, d'accord, eh bien de 1 plus Q au carré facteur de 1 moins 1 au carré. Ça, bien évidemment, c'est égal à 0. Ce terme-là, donc, disparaît. Il me reste I0 sur racine de 1. Autrement dit, ici, IM égale I0. Et c'est le maximum d'intensité. D'accord ? Ce sera le maximum d'intensité. Le maximum d'intensité. Voilà. Alors en d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, la courbe, si je veux la représenter, rappelez-vous tout à l'heure, donc c'est l'amplitude IM. Là ici, donc j'ai 0, donc l'amplitude réelle hein, cette fois-ci, donc en fonction de oméga. Rappelez-vous ce que l'on a dit tout à l'heure. Quand oméga donc, tend vers 0, l'amplitude réelle ici, elle tend vers 0. Quand ça va vers l'infini, l'amplitude ici tend vers l'infini. Et donc, entre les deux, eh bien, j'ai une sorte de courbe en cloche, on va dire, comme ça. Et ce qu'on vient de montrer là ici, c'est que, en fait, on est bien d'accord que le maximum ici, il est atteint quand x égale 1, c'est-à-dire quand oméga vaut oméga 0. Alors oui, j'aurais pu plutôt mettre x là ici, puisqu'on a dit qu'on regardait la variation donc en fonction de x. Voilà, donc je vais quand même plutôt mettre x là ici.
Voilà. Donc là, j'ai forcément ici, si vous voulez, x égale 1. Donc x égale 1, ce qui veut dire oméga égale oméga 0. Je rappelle que x, c'est oméga sur oméga 0. Et maintenant, ici, eh bien, vous avez I0 qui vaut, en fait, EM sur R. Comme on avait vu tout à l'heure. Voilà. Alors, une précision qui est quand même très importante, on le voit là ici, c'est que l'amplitude donc réelle de l'intensité, donc elle dépend de la fréquence et elle passe par un maximum, c'est ce que l'on vient de voir ici. Donc quand on a atteint le maximum aussi, on dit qu'on a atteint la résonance d'intensité, c'est-à-dire qu'on a atteint la plus grande valeur. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la définition, il y a résonance quand la valeur passe par un maximum. Donc quand on est en x égale 1, c'est-à-dire que le générateur s'est calé sur la fréquence propre du circuit, on a à ce moment-là une résonance d'intensité, c'est-à-dire que l'intensité est maximale. Voilà. Et tout simplement parce que l'impédance, elle change en fonction de la fréquence. Donc, comme l'impédance change en fonction de la fréquence, ça va avoir une incidence sur l'intensité. Très bien. Alors maintenant, vous voyez également que cette IM là ici, eh bien, change également en fonction du facteur de qualité. Alors, on peut se poser la question, finalement, qu'est-ce qui se passe si maintenant je regarde en fonction du facteur de qualité? Alors là, je vais reprendre le cours pour tout simplement reprendre ici un graphique, ou plutôt un ensemble de graphiques que j'ai mis donc ici dans le cours. Voilà, donc c'est celui-là, donc je vais le mettre là, ici. Ça, en gros, maintenant, voilà, donc je vais peut-être le réduire un petit peu comme ça, voilà. Ça, en gros, c'est ma forme générale que j'en déduis à partir de toute mon étude, etc. Ça, c'est une simulation donc, que j'ai fait en Python, qui montre ici donc, le phénomène de résonance d'intensité. Donc, c'est la courbe, on est bien d'accord, IM en fonction de X, donc IM en ampères en fonction de X, là, ici. Et je l'ai mis donc pour différents facteurs de qualité. Alors en fait, on voit que, bien évidemment, dans tous les cas, on va passer par un maximum, c'est-à-dire qu'il y aura bien une résonance. Et on voit que la résonance est beaucoup plus prononcée, c'est-à-dire le maximum est beaucoup plus important et le pic, en quelque sorte, est beaucoup plus fin, quand le facteur de qualité, si vous voulez, donc ici, augmente. Donc en fait, quand le facteur de qualité augmente, on dit qu'on a une bonne acuité de la résonance. Donc vous reprendrez ça aussi dans le cours, j'ai développé ça un petit peu dans le poly du cours. On dit qu'on a une grande acuité de la résonance. Voilà, on dit que quand le facteur de qualité augmente, l'acuité de la résonance augmente. C'est-à-dire que le pic est de plus en plus haut et à la fois de plus en plus fin, là ici. Alors que quand le facteur de qualité est faible, eh bien ici on a une espèce de résonance qu'on peut qualifier de résonance floue, donc là ici. Alors après, on peut calculer aussi un autre paramètre qu'on appelle la bande passante à 3 décibels. Bon, ça, j'en parle pas tout de suite, parce que j'aurai l'occasion d'en reparler, notamment dans la partie sur le filtre. Alors, pour finir, donc ici, très vite, bien évidemment, on va parler donc de la variation, cette fois-ci, donc de phi, bien évidemment. Donc c'est le 2D, là ici. Donc c'est la variation, d'accord, variation donc de phi avec x, d'accord, voilà. Donc je rappelle bien évidemment que phi ici, eh bien c'est un argument donc de IM bar, c'est donc ici l'argument de, donc je reprends l'expression, I0 sur 1 plus JQ X moins 1 sur X. D'accord? C'est donc l'argument de I0. Je rappelle que l'argument du quotient, c'est la différence des arguments. Argument de I0 moins l'argument de, on va mettre entre crochets là ici, 1 plus JQ fois la parenthèse, comme ça. L'argument ici de I0, eh bien, il est égal à 0 parce qu'on a un réel. D'accord?
Alors attention, on a un réel positif. Soyons précis. Hein, on a un réel strictement positif. Voilà. Ah, donc l'argument, si vous voulez, ici, est nul parce qu'on a un réel positif. Hein, si on veut être très rigoureux, là, ici. Parce que quand le réel est négatif, hein, j'en avais déjà parlé, l'argument, il vaut pi à ce moment-là. Bien faire attention. Donc ici, du coup, je peux dire que phi, c'est moins l'argument de eh bien, ce truc-là. Hein, donc je reprends mon crochet, là, ici. 1 plus JQ, x moins 1 sur x, comme ça. Voilà. Et là, ici, je vois que la partie réelle est strictement positive. Donc, pas de problème, on utilise. Donc, on peut utiliser l'arc tangente. D'accord? On peut utiliser l'arc tangente. Et donc, bien évidemment, je rappelle que dans ces cas-là, phi, c'est donc égal à moins arc tangente. D'accord? Donc, on est d'accord de la partie réelle, pardon, la partie imaginaire. Attention, c'est le contraire. Hein. La partie imaginaire, donc ici, sur la partie donc, réelle. C'est-à-dire que c'est moins arc tangente, ici, et bien de, donc si je veux être très précis là, ici, donc j'ai Q x moins 1 sur x sur, bien évidemment, 1. Voilà. Donc, bien évidemment, moralité de l'histoire là, ici, j'ai donc phi. Donc là, je vais l'écrire en rouge, phi, qui vaut moins arc tangente, et bien tout simplement de Q. Alors, avec un crochet, ce serait un peu plus propre. Arc tangente, ici. Voilà, arc tangente de Q, facteur de x, moins 1 sur x. Voilà. Donc, j'ai ici une expression relativement simple, hein, en utilisant l'arc tangente, ici, de phi. Voilà. Alors, bien évidemment, maintenant, c'est toujours pareil, on peut se poser la question, quelle va être l'allure, donc ici, de la courbe, bien évidemment. Alors, là, ici, je vais représenter, si vous voulez, phi, donc phi de x, hein, en quelque sorte. Et là, ici, je vais représenter, donc, mon axe des x, là, ici, hein, oméga 0, enfin, oméga sur oméga 0. Alors, bien évidemment, quand x égale 1, c'est-à-dire que j'ai oméga égale oméga 0, eh bien, la différence ici est nulle, bien évidemment. J'ai phi qui vaut moins arc tangente, d'accord, de Q, 1 moins 1. D'accord? Donc, autrement dit, c'est 0, ça. Et arc tangente de 0, eh bien, ça vaut 0. D'accord? Donc, ici, ce qui est sûr, c'est que quand x vaut 1, donc je vais le mettre là, ici, eh bien, la courbe, bien évidemment, ici, elle passe nécessairement par ce point-là. Et on a vu tout à l'heure dans notre étude de comportement asymptotique, eh bien, donc on peut revenir un petit peu dessus, là, ici. Voilà, c'était là, hein, on avait fait ça. Donc, en basse fréquence, on avait vu que quand x tendait vers 0, phi tendait vers pi sur 2. Et quand x tendait vers l'infini, phi tendait vers moins pi sur 2. Donc, autrement dit, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, j'ai, on dirait en maths, deux asymptotes horizontales à prendre en compte là, ici. Alors, je vais les représenter comme ça, ici. Là, j'ai pi sur 2. Ici, j'ai moins pi sur 2. Et donc, forcément, quand x tend vers 0, donc je rappelle, c'est oméga qui tend, hein, vers... voilà, donc ici, j'avais dit x égale 1, c'est-à-dire ici oméga égale oméga 0, et bien dans ce cas, ici, phi tend vers pi sur 2. Donc je vais tendre ici vers pi sur 2, ouais, comme ça.
Alors sans, bien évidemment, l'atteindre, hein, c'est toujours pareil, hein, sans l'atteindre là, ici, voilà. Et quand on tend vers l'infini, bon, vous allez me dire, l'infini c'est très loin, mais enfin bon, je vais supposer que je l'ai atteint là ici, et bien je tends vers moins pi sur 2. Et je vais donc en fait avoir une courbe ici. Alors en fait c'est une courbe qui est décroissante et qui grosso modo a à peu près cette allure là, quoi. C'est-à-dire en fait elle a, vous voyez, une allure de fonction comme ça. Donc ça, c'est la représentation graphique, si vous voulez, donc ici, du déphasage. Et comme tout à l'heure, le déphasage, on voit qu'il dépend lui aussi du facteur de qualité. Donc c'est toujours pareil, on peut se poser la question, eh bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant si je regarde l'évolution en fonction de la valeur du facteur de qualité. Alors c'est ce que je vous montre, bien évidemment, maintenant avec cette courbe-là, ici. Et cette courbe donc qui est là, et que je vais légèrement réduire comme ça, voilà. Et bien cette courbe maintenant, elle me montre quoi? Et bien vous voyez qu'on retrouve hein, l'allure générale de ce que j'avais proposé là ici. Hein, même chose, ça s'est réalisé, c'est des simulations qui sont réalisées donc sur Python. Donc j'ai pris là ici pour 5 valeurs de qualité, de facteurs de qualité. Donc Q égale 5, 4, 3, 2, 1 en quelque sorte, quoi. Et on voit effectivement que plus le facteur, si vous voulez, de qualité, donc est petit, si vous voulez, plus, je dirais, la courbe, en quelque sorte, s'aplatit, là, ici, et moins, si vous voulez, donc l'inflexion, parce que en mathématiques, généralement, on dit que quand on a une courbe, vous voyez, comme ça, qui, hop, en un point, change d'orientation de courbure, on a un point d'inflexion. Ben, on voit que quand le facteur de qualité est grand, si vous voulez, l'inflexion est beaucoup plus importante que quand le facteur de qualité est petit, où là l'inflexion donc est beaucoup plus petite. Voilà, donc je m'arrête là, c'est à peu près tout ce que je dirais ici sur ce chapitre, hein. Vous voyez, c'était quand même un gros chapitre sur les oscillateurs libres et les oscillateurs forcés. Donc au prochain cours, on fera quelques exercices là-dessus. Et très vite, en fait, eh bien, on aboutira à l'étude des filtres, hein, au chapitre 5, qui là est vraiment, on pourrait dire, la conclusion de toute cette partie. Voilà. Travaillez bien tout ça dans le détail, reprenez étape par étape et normalement ça devrait bien se passer.